Oui, non, tu as très bien fait. Peut-être que tu m'en prêtes trop du côté de ma connaissance du climat et de l'environnement, mais bon, je vais essayer d'être à la hauteur. Donc, j'interviens ici aux côtés de Virginie en tant que rédactrice en chef de la Revue des livres pour enfants. La Revue des livres pour enfants, c'est l'organe d'information des bibliothécaires et médiathécaires jeunesse. Hein, c'est-à-dire que la plupart des bibliothèques de France sont abonnées, ou devraient l'être, à la Revue des livres pour enfants. La revue, elle se compose pour un tiers de critiques de l'actualité, pour un tiers de dossiers thématiques qui viennent servir de support aux animations que veulent faire les uns et les autres dans les CDI, qui servent aussi parfois de creuset, même pour certains éditeurs qui m'ont avoué parfois re-regarder certains de nos sujets avant de se lancer dans quelque chose, mais peut-être qu'ils voulaient nous faire plaisir quand ils disaient ça. On a une toute petite partie recherche sur les objets culturels de l'enfance et de la jeunesse. On a, je vous le dis, parce que si vous voyez passer des choses intéressantes, n'hésitez pas à nous faire signe, mais vraiment c'est vraiment en rapport avec le livre pour la jeunesse ou en rapport avec la médiation de la culture envers les jeunes, mais ça peut être assez varié. Et on a une partie sur les actus des métiers de l'édition, c'est-à-dire bibliothécaires, éditeurs, auteurs, etc., etc. Voilà. C'est une revue qui est déjà une vénérable dame. Et pour la Revue des livres pour enfants, elle critique 1500 bouquins par an à peu près. Oui, c'est ça, 1500. Et pour exercer cette critique, elle a différents comités de lecture avec des spécialistes par genre. Et j'ai demandé à Virginie de venir me prêter main forte, car elle dirige le comité livre documentaire pour la revue. Voilà. Alors, avant de rentrer, donc Martine nous avait demandé de réfléchir sur la représentation de Greta dans la littérature et la presse jeunesse. On vous fera passer là certains éléments. Déjà quand même que je vous explique un petit peu d'où on parle. Le documentaire jeunesse, c'est vraiment un secteur tout petit de l'édition jeunesse. Autant l'édition jeunesse, elle représente un chiffre d'affaires conséquent de l'édition française. Mais alors le documentaire, on est sur... c'est moins de 6%, moins de 7% des ventes d'ouvrages jeunesse en France. Hein. Et voilà. Si vous devez retenir un chiffre, c'est ça. Et c'est moins de 10% de la production. Donc moins de 7% du chiffre d'affaires et moins de 10% de la production. Donc on est vraiment déjà sur un tout petit secteur. Le genre, pour vous définir le genre en quelques mots, il s'est beaucoup renouvelé ces derniers temps. Arrivée de la BD, avec tout ce que ça permet de polarisation, de multiplication des angles d'approche, de fictionnalisation des choses. Sinon, on peut dire que les grandes tendances du documentaire jeunesse en France, qui entre parenthèses est la meilleure production documentaire au monde, hein. Je ne vous le dis pas par fanfaronnerie, mais c'est vrai qu'il y a une vraie école française de l'édition jeunesse. Les Anglais sont très forts aussi, les Américains ne sont pas mauvais, les Coréens sont bons, mais il y a vraiment une singularité, une originalité française qui nous met au niveau au moins des Anglo-Saxons. Ces derniers temps, contrairement peut-être aux bouquins que vous avez connus les uns les autres quand vous étiez plus jeunes, on a une convergence de thématiques, c'est-à-dire qu'autrefois on avait vraiment un savoir très encyclopédique, hein, les sciences d'un côté, la littérature de l'autre, la nature dans une autre case, etc. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus de documentaires qui sont trans-approche, par exemple, puisque tu m'as fait le plaisir de citer certains de mes bouquins. Moi, le bouquin que j'ai le plus, qui a été un succès que j'ai imaginé, édité et que j'ai coécrit, s'appelait l'Encyclopédie des cancres. Donc vous voyez, on ne sait pas où le mettre. Et finalement, c'était quoi? C'était des approches biographiques de personnages célèbres, et c'était un retour sur leur enfance, écrit avec un romancier, illustré par un très grand nom du dessin. Voilà, pour vous dire qu'on n'est plus du tout dans des choses, les bébés animaux d'un côté, les volcans de l'autre, et les momies, même si ça continue à exister. On a une convergence des thématiques, et les adultes ont quitté un peu leur position de surplomb, et on voit
qu'on a les enfants sont rattrapés par les questions des adultes, ou les adultes projettent leurs questions aussi sur les enfants. On a un élargissement des publics en termes d'âge. On a beaucoup de nouvelles écritures. On va faire de la non-fiction, on va prendre des codes du roman graphique, etc., etc. Et pour relativiser aussi tout ce qu'on va vous dire, il ne faut pas oublier et pas perdre de vue le fait que même si les enfants et les jeunes, qui n'existent pas comme un tout, hein, ça n'existe pas plus que les digital natives, quand on dit les jeunes, qui sont tous très très forts en numérique, etc. Bon, il y a bien des sociologues qui nous ont montré que ce n'était pas du tout le cas, hein, ça a été étudié de très près. Bon, ces enfants et ces jeunes que vous allez me pardonner de mettre comme ça dans un même tout, bien évidemment, ce n'est pas à travers le livre documentaire qui s'informe. C'est fini ça, c'est pratiquement fini. C'est-à-dire que le livre documentaire, c'est vraiment un achat de la famille, ou des choses qu'on va consulter dans un CDI, qu'éventuellement on va emprunter, et encore c'est rare, dans la bibliothèque du quartier parce qu'on a un exposé à faire. Mais on est vraiment avec une très très forte concurrence du numérique. Je vais passer à des considérations générales sur la question de la crise et du réchauffement climatique telles qu'elles sont traitées en littérature jeunesse. Martine, je pense que je vais juste citer rapidement l'article que tu avais bien voulu faire justement dans notre numéro consacré au documentaire jeunesse et à la question du savoir, où tu disais, alors je ne vais pas répéter, je pense qu'ici on est en fin de séminaire, vous avez déjà vu un certain nombre de questions. Hein. D'accord. D'accord. En gros, ce que tu dis, Martine, c'est que les ouvrages pour la jeunesse tiennent sur la question. Alors je sais bien qu'ici dire crise ou réchauffement ou crise du réchauffement, ça doit être très très, c'est des choses qui vous questionnent tout de suite, mais je vais quand même dire que les discours qui sont tenus dans les bouquins jeunesse sur la question du réchauffement, de la crise du réchauffement climatique, ils sont plutôt de meilleure qualité, les propos, que ceux qui sont tenus dans la grande presse généraliste. On est quand même là face à un public, face à un lectorat, enfin des auteurs et des éditeurs qui ont quand même conscience de ce qu'ils font et qui tiennent compte de l'éco-anxiété de leurs lecteurs. Hein. On y reviendra sur l'éco-anxiété. Est-ce que je continue encore un tout petit peu à présenter? Alors je parle sous ton contrôle ou alors tu peux synthétiser. Le grand défaut de tout un corpus que je pourrais vous donner en bibliographie, hein, sur lequel tu avais travaillé, je pourrais vous le communiquer après. Les quelques défauts que tu trouvais au bouquin sur la jeunesse, sur cette jeunesse sur la question, c'était qu'il n'était jamais rappelé que l'étude scientifique des climats est récente, que il n'était jamais dit et expliqué, et on peut aussi le comprendre, que la notion de température planétaire dont parle le GIEC est un concept qui est né il y a 40 ans à peu près au MIT ou quelque chose comme ça, hein, grosso modo, ou à 50 ans. Il est très peu rappelé, voire jamais rappelé, et ça c'est plus embêtant pour des jeunes dans une perspective comme ça didactique, ou même problématique, qu'on a connu d'autres événements climatiques dans l'histoire des hommes, et que les hommes ont survécu et se sont adaptés au changement climatique. Je crois que tu avais intitulé ton article un climat sans histoire ni géographie. Voilà. Et bien sûr, c'est un des grands points aussi, mais je trouve que moi, ça s'améliore plutôt. Bien sûr, le lectorat des 7-12 ans, hein, grosso modo, c'était à peu près la tranche d'âge de lecteurs sur lesquels tu avais travaillé, et ben, il n'a pas eu d'initiation à la vie économique. Donc, il ne sait pas très bien comment, comme ça, on en est arrivé aux dérives de la révolution, industrielle à une mondialisation et à un ultralibéralisme forcené et un néolibéralisme. Voilà. Donc, tu dis, si on devait résumer aussi ce que tu dis de la question, c'est qu'on passe directement de l'ONU, puisqu'on a assez peu d'éléments qui relèvent de la science politique, d'une analyse de la façon dont fonctionnent les États et dont fonctionne le monde, on passe directement de l'ONU
au robinet d'eau sur lequel là, le gamin, le lecteur, a potentiellement la possibilité d'exercer un tout petit effet sur la question du réchauffement climatique. Alors bien sûr, je parle d'eau, bien sûr, le problème de l'eau, ce n'est pas tout à fait celui du réchauffement climatique, mais j'ai interrogé quelques jeunes, des petits pour le coup, de 10 ans, un peu ce week-end, et alors pour eux, biodiversité, problème de l'eau et réchauffement climatique, c'est du même tonneau, hein. Ça, vraiment, tout est embrassé dans le même discours, dans la même phrase, hein. Greta Thunberg, elle dit que l'eau va manquer. Alors elle le dit, mais ce n'est pas ça qu'elle dit en réalité. Elle dit pas vraiment ça. En tout cas, eux ne lisent jamais vraiment ça. Mais tout ça fait partie d'un même tout qui, pour les enfants que j'ai interrogés, mais alors c'est vraiment pas statistique, hein, on est plus dans des catégories d'enfants plutôt de milieux bien évidemment privilégiés, mais ce sont eux aussi les lecteurs de livres aujourd'hui, on le sait, de milieux, et de documentaires notamment. On est vraiment chez les bobos du 11e, hein, franchement. Je n'ai pas eu le temps d'aller ailleurs dans d'autres quartiers discuter, peut-être une autre fois, mais là, je n'ai pas pu le faire. Moi, je veux juste poser une ou deux questions avant peut-être de passer la parole à Virginie qui va nous présenter un peu plus le destin de Greta Thunberg dans la littérature jeunesse. Moi, je me disais juste qu'est-ce que ça fait de grandir avec l'idée d'anthropocène, avec l'idée que vous appartenez à une espèce néfaste pour la Terre. Et quand je me pose cette question-là, tout de suite, je relativise un peu et ça fait écho pour moi à l'idée que l'homme est mauvais par essence. Finalement, on en a vu d'autres en Occident et ça fait pas très longtemps qu'on s'en est éloigné de cette idée-là. Je pense notamment à tout ce qui est religion et autres. Il y a une autre chose qu'on peut se dire aussi, c'est que nous, en tant qu'adultes, quand on voit les discours, les injonctions, ou même cette ambiance, ce bruit de fond dans lesquels grandissent les enfants, parce que ça, c'est vrai qu'unanimement, ils le disent, les quelques-uns que j'ai interrogés le disent quand on les interroge, évidemment, on peut être qu'inquiété, mais en même temps, le saut vers l'inconnu, pour un enfant, de toute façon, il grandit. Enfin, quand on discutait avec les psys, j'en avais discuté avec un psy, qui m'avait dit, de toute façon, grandir, c'est sauter vers l'inconnu. Donc, c'est peut-être pas aussi anxiogène aujourd'hui pour eux que pour nous. Et ça me fait penser à un propos que j'avais eu avec un spécialiste des dystopies. C'est quand même, vous allez croire que je fais un hors-sujet, mais pas tout à fait, vous allez voir. À la revue des livres pour enfants, on s'est intéressé au genre littéraire. Alors, cette fois, on rentre dans la fiction, hein, de fiction qui marche le mieux auprès des jeunes, cette fois des plus grands, des préadolescents, et dans les différents types d'écriture du roman jeunesse, ce qui marche le mieux auprès des préadolescents, c'est dans le grand ensemble des littératures de l'imaginaire, la dystopie. En gros, la dystopie, c'est la peinture, ça va être en jeunesse, ça va être vraiment très clairement, c'est valable d'ailleurs en littérature adulte aussi, les grands modèles, ça va être 84, ou voilà, ça va être par exemple 84, c'est vraiment une projection dans le futur et à l'aune d'une organisation sociale totalitaire, généralement, quelle que soit la cause de ça. Et ce que me faisait remarquer, alors ça c'est vraiment ce que préfèrent les préados, en tout cas d'après les spécialistes que nous on a pu consulter, notamment parce que ça leur sert aussi ils lisent ça, ils se prennent d'engouement pour ça à l'époque où ils deviennent donc préados, où ils glissent dans l'adolescence, à l'époque, c'est-à-dire que ce genre qui critique de façon sous-jacente le monde tel qu'il est, puisqu'à partir d'aujourd'hui, on se projette vers un monde totalitaire et complètement invivable, avec une planète qui est devenue invivable, ça leur sert de critique, d'interpellation de leurs parents. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à cette organisation sociale-là et à cette dérive potentielle qui est toujours pointée par cette littérature dystopique, à l'époque où, bien sûr, on commence à avoir des éléments pour réfléchir, mais ça sert aussi d'émancipation par rapport aux discours tenus jusque-là par les parents, par l'école, par les gens autorisés. Et je trouve que ça fait quand même ça fait écho quand même à nos questions quelque part. Et ce que me disait un grand spécialiste, il me disait aussi, moi je lui disais, mais finalement, je ne comprends pas pourquoi ils sont si passionnés que ça par une telle
peintures du monde, pourquoi ça leur parle tant et comment ça fait pour ne pas les angoisser. Et ce que me disait quelqu'un, donc c'était Bazin, il disait non mais ce qu'il faut voir, c'est quand on est jeune, on se dit mais moi je ne ferais pas comme ça, moi j'aurais pas fait du tout ce qu'a fait le héros, donc moi je ne serais pas tombée dans le piège, moi j'aurais su trouver tel allié et le monde n'aurait pas tourné comme ça, ou moi je serais intervenue plus tôt, donc il n'y aurait pas eu d'histoire en gros, parce que j'aurais plus vite trouvé la solution. Voilà, donc vous allez me pardonner ces digressions et puis je vais donner la parole à Virginie. Donc je vais prendre la parole pour essayer de se focaliser un petit peu sur Greta, même si je vais dire avant quelques mots plus généralement peut-être sur la façon dont ces thématiques environnementales ont fait vraiment une grosse percée dans la production documentaire pour la jeunesse de ces dernières années. Pour rebondir sur ce qu'a dit Anne, donc moi je vous parle depuis l'Observatoire de la Revue des livres pour enfants, qui a une vision assez panoramique de toute la production éditoriale française, puisque d'une part, la Bibliothèque nationale de France reçoit le dépôt légal, c'est-à-dire que chaque livre imprimé et diffusé en France doit être déposé en un exemplaire à la BNF, donc on est censé couvrir à peu près 100% de la production. Et par ailleurs, on reçoit aussi des services de presse des éditeurs, donc des maisons d'édition qui nous envoient leurs documents. Et c'est à partir de ce matériau-là qu'on fait notre travail de critique. Et donc, nous, on se réunit très concrètement une fois par mois. On regarde les nouveautés qui sont parues et on donne des avis qui sont après publiés sous forme de notices dans la revue. Donc, c'est à partir de ce matériau-là, en tout cas, que je peux vous parler de ça. Donc je voulais quand même revenir un tout petit peu avant de se focaliser vraiment sur Greta pour dire quand même que ces questions environnementales ne sont évidemment pas complètement nouvelles dans la littérature pour la jeunesse. Dans cette revue donc, qui paraît 6 fois par an avec à chaque fois un dossier thématique en plus de cette partie critique, on publie aussi une fois par an un dossier de sélection annuelle. Donc on reprend là tous les livres qu'on a vus pendant l'année et on refait une sélection d'à peu près 1000 titres. Donc si vous voulez, ça permet quand même en regardant tous ces numéros de sélection annuelle après année, ça permet d'avoir un petit peu cette vision panoramique de la production. Et simplement pour vous dire qu'en termes de rubriques, on a vu qu'il y avait un certain nombre de rubriques qui avaient changé au cours du temps. Jusqu'aux années 90, il y a un certain nombre de titres qui existent, qui sont chroniqués, mais qui ne font pas forcément l'objet d'un rassemblement. À partir de 1999, il y a une rubrique qui s'appelle Écologie, environnement, nature, dans laquelle il y a des titres qui sont rassemblés, qui va petit à petit grossir au cours des années 2000. Ça baisse un petit peu dans les années 2010. Et à partir de 2018, il y a eu tout un travail de refonte de ces fameuses rubriques où on a plutôt simplifié un petit peu ce classement. Je vous demande de me pardonner, je suis bibliothécaire, donc les bibliothécaires aiment bien faire des classements, vous allez le comprendre. On a là plutôt rassemblé les choses dans une rubrique un peu plus grande qui s'appelle depuis donc 2018 Nature, Milieu, Environnement, Climat. Donc simplement, je ne veux pas vous embêter avec mes catégories de bibliothécaires, juste pour dire que d'une certaine façon, ces livres-là ont à un moment émergé et puis après, finalement, le thème s'est un peu plus banalisé et on l'a traité de façon plus générale. Et il y a eu quand même très clairement un pic dans les années... à partir de 2019, qui correspond finalement exactement à la période d'exposition médiatique de Greta Thunberg, parce qu'on était presque à 10% des titres contenus dans la catégorie sciences et techniques, donc là encore plus large que ce que je viens de dire. Ça avait monté à 25% de cette production en 2021. Là, on est à nouveau, j'ai l'impression qu'on est là, le gros de la vague est passé et ça rebaisse un petit peu, ou alors peut-être que c'est un effet de lassitude aussi de notre part, et que peut-être au bout d'un moment, on a jugé un petit peu plus vite ce genre de livre. Donc voilà, quand même un pic assez récent, mais je tenais quand même à vous dire, sans rentrer dans les détails, à vous montrer quelques couvertures là, d'ouvrages beaucoup plus anciens, donc pour dire que cette thématique, elle n'est quand même pas complètement nouvelle, et donc ce n'est pas Greta Thunberg qui invente la thématique du climat. Ça a été évidemment traité de façon assez large. Alors là, j'ai essayé de choisir des exemples qui concernaient plutôt le climat, mais là encore, ces questions environnementales, elles sont traitées, comme le disait Anne, de façon beaucoup plus large, parce que ça va être la pollution, la biodiversité, les déchets. Récemment, c'était vraiment les thématiques. Là, je vous montre juste quelques exemples. Alors, un des premiers que j'ai trouvé, mais il y en a sûrement d'autres, 1974, c'est la première candidature de René Dumont, qui commençait à alerter sur la crise énergétique. Alors, je ne suis pas sûre que ça ait concerné beaucoup de monde d'entendre ce discours-là à cette époque-là. Après, je vous montre quelques exemples, voilà, dans les années 90, de collections qui s'étaient vraiment un petit peu focalisées sur ces problématiques. Une qui s'appelait Le monde qui nous entoure, chez Gamma, avec des titres sur la couche d'ozone, l'effet de serre, les déchets toxiques, les pluies acides. Évidemment, à cette époque-là, c'était plutôt la couche d'ozone, je pense, qui était sous les feux
médiatiques, si je puis dire. Les déchets nucléaires aussi, on en parlait, les combustibles fossiles. Donc voilà, cette thématique-là a été traitée. Une autre collection chez le même éditeur qui s'appelait Sauvons notre planète. Donc là encore, avec un titre un petit peu accrocheur, hein, pour le coup, un petit peu sur ces mêmes thématiques, les pluies acides, la pollution des mers. Ou un autre exemple encore, voilà, je vous montre ces quelques collections sans rentrer dans les détails, hein, Le monde qui nous entoure, ou à droite, chez Gallimard, dans la petite collection très encyclopédique qui s'appelait Découverte Cadet. Vous reconnaissez peut-être la maquette de la couverture à droite, hein, blanche. Il y avait une série qui s'appelait Livres sur l'environnement, où là aussi on avait ces thématiques-là, les déchets, l'eau, le climat, l'énergie, la forêt. Donc, il y avait des titres isolés qui existaient depuis longtemps. Il y a une accélération quand même dans les années 2000, hein, très très clairement. Là encore, hein, j'ai choisi plutôt des titres centrés sur ces questions climatiques. On aperçoit, alors c'est pas un ours polaire, mais c'est une espèce de phoque ou un morse, je ne sais pas, je ne suis pas très forte sur son morceau de glaçon, qui est déjà là quand même, hein, dans le titre qui s'appelle « Le climat en danger », que vous apercevez. Aussi une façon, ce serait intéressant presque de faire une étude que sur les titres, parce que finalement c'est intéressant de voir celui que vous voyez au milieu, là, la couverture sur fond bleu, ça s'appelle « L'homme et le climat ». Donc peut-être que là aussi, simplement sur les titres, on a des indices d'une nouvelle façon. Ce n'est pas simplement le climat en général, mais la liaison dangereuse de l'homme et du climat. Donc là encore, sur la façon dont on crée des liens de causalité, peut-être que ce serait intéressant de creuser ça. Des titres aussi qui de plus en plus vont interpeller l'enfant et lui donner un certain nombre de responsabilités. Le grand livre pour sauver la planète. Donc c'est, là je pense qu'on en reparlera assez largement, une façon comme ça de transférer une certaine responsabilité ou en tout cas d'interpeller sur cette question-là. Sauver la planète, hein, vous voyez, ça existait déjà dans les années 90, cette interpellation, et on va la retrouver encore jusqu'à aujourd'hui. Ou une autre collection intéressante aussi à droite, chez Gallimard, qui s'appelait « La connaissance est une aventure ». Donc là, dans l'idée d'une présentation, pas seulement pour un livre documentaire classique de présenter des connaissances sur un sujet, mais d'expliquer comment les chercheurs en étaient venus à s'interroger sur ces choses-là. Donc d'une certaine façon, un regard un peu qui prend de la hauteur et qui explique aux jeunes comment la science se fait finalement et comment on s'interroge sur un certain nombre de questions. Donc ça, c'était pour des choses un petit peu anciennes. Dans la production très récente, hein, je vous ai dit déjà ce pic des années 2018-2021, hein, qui avait vraiment envahi un petit peu tous les domaines de la production. Il me semble qu'il y a des thématiques assez récentes et qui émergent finalement, ou qu'on met en avant, notamment à destination des jeunes publics. J'en vois deux, en tout cas, dans la production très récente. D'une part, le côté pollution lié au numérique. Parce que finalement, là aussi, peut-être que c'est des choses dont on parlait moins ou qui étaient moins visibles, mais on sait maintenant que les émissions de gaz à effet de serre de ce secteur-là ne sont pas négligeables et que regarder un film en streaming, ça utilise de l'énergie. Et donc, c'est plutôt dans les livres pour les plus grands, évidemment, qui sont plus concernés par ces pratiques culturelles, mais quand même, je pense que c'est quelque chose qui émerge. Et puis, d'une part aussi, la question du rapport aux animaux, qui, là encore, me semble-t-il, sachant que les livres sur les animaux, c'est là encore une espèce de valeur refuge et de continuum dans toute la littérature pour la jeunesse. Le fait d'expliquer comment fonctionne le monde animal, c'est extrêmement présent depuis toujours, mais ces dernières années, il me semble qu'il y a une façon nouvelle de regarder cette question-là, dans ce rapport, cette histoire du rapport entre les hommes et les animaux. Ça ne concerne pas directement le climat, encore que, où voilà, on va, dans ce livre que vous voyez à gauche, on va finalement, par une action d'une espèce de rabat qu'on défait, on libère les animaux, on va s'interroger sur cette relation-là spécifique, et des livres sur l'alimentation aussi, qui sont en lien avec cette question animale, évidemment. Là encore, me semble-t-il, c'est des choses assez nouvelles. Je ne pense pas qu'on s'interrogeait autant sur le rapport avec l'alimentation, mais ça nous éloigne un petit peu du climat. Ce qui me semble important de dire aussi, c'est que ce sont des livres qui vraiment balayent tous les âges. Alors nous, on traite vraiment la littérature pour la jeunesse au sens large, on va dire de 0 à 18 ans. Notre dernière rubrique d'âge, c'est à partir de 15 ans, où là, on est souvent sur des titres qui sont à cheval, ado-adulte. Hein. Mais là, on a vraiment eu des livres qui commençaient vraiment pour les tout petits. Vous voyez, mes petits gestes pour la Terre, hein, c'est vraiment tout simple, comme tu disais, c'est fermer le robinet, éteindre la lumière en sortant. Ça, c'est les petits gestes de base pour les petits, jusqu'à des choses beaucoup plus complexes, beaucoup plus explicatives, qui rentrent dans la complexité des choses. Et effectivement, comme le disait aussi Anne, très souvent, ces dernières années, ça se passait sous forme de bande dessinée. Je n'ai pas mis l'image ici, mais la bande dessinée de Jean-Marc Jancovici et Christophe Blain, par exemple, qui s'appelle « Un monde sans fin », si je ne dis pas de bêtises, a été dans les best-sellers fin 2021, je crois, 2022. Donc là aussi, alors
Qu'une bande dessinée soit si bien classée dans les ventes, c'est pas si fréquent. Une bande dessinée documentaire, si je puis dire. Enfin, nous, en tout cas, on l'avait annexé à ce domaine-là. Et pour le coup, c'est quand même significatif d'un intérêt pour cette question et qui, je pense, pouvait balayer un public très très large en termes d'âge. Et puis aussi, ça balayait un petit peu tous les genres, puisqu'en les livres documentaires, finalement, comme le disait Anne, avant étaient très encyclopédiques, très calqués sur les programmes scolaires. Et puis ça s'est beaucoup hybridé ces dernières années. Donc il y a des choses qui sont à la frontière du livre d'activité, sur le jardinage et la permaculture. Il y a des choses qui sont des albums documentaires, il y a beaucoup de bandes dessinées. Donc cette hybridation et cette irrigation, en tout cas, de tous les genres, si je puis dire, pour la jeunesse, elle est très très forte sur cette thématique. Et là, je passe très vite, mais ça déborde évidemment. Hein. C'est pas que le livre documentaire, c'est le roman, c'est la poésie, c'est l'album. Donc c'est thématique évidemment extrêmement essentielle. Là aussi, je vais très vite, mais pour dire qu'il y a eu aussi un discours éditorial finalement qui s'est développé sur notamment la façon de publier des livres et de les imprimer, de les fabriquer en Europe et pas seulement en Asie. Il y a un certain nombre de labels qui se créent. On nous dit qu'on utilise du papier recyclé, labellisé, qu'on va faire en sorte d'utiliser le moins d'énergie possible. Donc il y a tout un discours finalement. On en voit un tout petit peu des exemples ici. Un label notamment créé par de la Martinière Jeunesse et de la Chaux-et-Nieslé, donc ils se sont associés pour créer ce label. Donc vraiment toute une réflexion sur la fabrication elle-même du livre qui va être portée par les éditeurs. Et dans certaines collections, vous voyez là c'est une double page, une collection qui s'appelle Vert Planète chez Casterman, vraiment une double page au début qui explique toute cette démarche. Donc un engagement assez fort pour certains éditeurs, ou un marquage en tout cas, je ne sais pas comment il faut le dire, si c'est marketing ou pas, en tout cas une attention portée à ça et une envie de le faire savoir à ses lecteurs. Donc dans ce discours-là quand même assez fort dans les dernières années. Une des tendances aussi, ça a été le fait de faire des coéditions avec des associations qui portent ces questions-là. Donc là, je vous en montre quelques exemples aussi, hein, sans rentrer dans les détails, mais des grands éditeurs, pour le coup, qui vont s'associer avec d'autres associations pour porter, là encore, ce discours. Il me semble que pour ces thématiques environnementales, mais je ne rentre pas dans les détails, j'avais distingué une espèce de typologie, hein, je vous ai dit que j'aimais bien les classements, 3 façons de faire finalement quand on s'adresse à la jeunesse, donner à voir, donner à comprendre, et je ne sais plus comment j'ai appelé le dernier, donner envie d'agir. Donc donner à voir, ce serait vraiment toute une partie aussi, une tendance récente du livre documentaire, d'être plutôt dans le côté du beau livre, de l'émerveillement, d'avoir là encore des rabats, des pop-up, des belles illustrations qui vont donner envie de s'émerveiller en disant « Oh là là, qu'est-ce que la nature est belle !» et éventuellement qu'est-ce qu'elle est fragile. Donc une espèce de, j'ai appelé ça pédagogie de l'émerveillement, mais je ne sais pas si on peut vraiment dire ça. Donner à comprendre là où on va être plutôt dans le côté explicatif, parce que ça c'est quand même vraiment l'ADN du livre documentaire, pour regarder un petit peu ce qui se passe, comment d'autres agissent pour protéger la planète. Donc là, pour notre figure de Greta, que je n'oublie pas, on va être vraiment dans cette logique-là, et dans une logique un petit peu d'identification. Et puis donner envie d'agir, ou là encore, aller encore plus loin, pour comprendre un petit peu, pour mieux que les jeunes puissent mieux comprendre en faisant finalement eux-mêmes, en s'emparant finalement de cette question. Hein. Et là, j'avais relevé une phrase dans une postface d'un livre consacré à l'Amazonie, que les enfants sensibilisent les adultes et les poussent à agir pour un monde meilleur. Donc il y a une espèce de retournement, parce que le livre pour la jeunesse est un discours de l'adulte vers l'enfant, et là finalement on a, et c'est toute l'ambiguïté, je pense aussi, de cette figure de Greta Thunberg, hein, qui pose sans doute d'ailleurs le plus de problèmes aux adultes, c'est quand un enfant vient nous dire ce qu'on doit faire. En général, ça nous énerve un petit peu. Voilà, donc je rentre un petit peu plus dans le détail sur cette Greta Mania, finalement, qui a été là. J'ai aussi retrouvé dans une revue professionnelle, hein, pour le coup de libraire jeunesse, qui disait qu'il y avait une espèce de... Enfin, il y avait eu tellement un moment de livres sur ces sujets-là qu'il faisait des Grétables, donc des tables d'actu vraiment sur cette question-là, avec Greta, mais pas seulement. Donc ça a commencé dans la presse, hein, évidemment, qui réagit toujours un petit peu plus vite sur l'actualité, puisque donc les débuts de l'exposition médiatique de Greta Thunberg, c'est l'été 2018. Donc petit à petit, ça va arriver dans les revues et les magazines pour la jeunesse. Donc là, je vous en ai mis quelques exemples, hein, Géo-Ado, Phosphore, où vous voyez que cette image de Greta, elle est en couverture directement. Il y a d'autres articles, évidemment. Là aussi, je vous en montre, vous n'arrivez pas forcément à lire. Là, on est sur un journal qui s'appelle Journal des enfants. Donc, un article début 2019, un article fin 2019, où vous voyez qu'elle
là encore, cette figure est de plus en plus mise en avant, au début de façon assez descriptive, et puis dans le deuxième article, vous voyez peut-être un petit encart en bas à gauche qui s'appelle « Qu'en pensent les adultes ?», où voilà, on va là avoir un écho un petit peu du phénomène médiatique Greta Thunberg et aussi de phénomène de rejet qu'elle a pu occasionner, surtout chez les adultes. Ce que je peux dire déjà, avant même d'aller plus loin, c'est que quand même, globalement, dans cette littérature pour la jeunesse, la figure de Greta n'apparaît pas tellement controversée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas tellement critiquée, ses arguments et son discours sont considérés comme allant de soi d'une certaine façon, et évidemment, comme on s'adresse à des jeunes publics, on ne remet pas en cause le fait que justement ce soit un enfant ou une adolescente plutôt qui s'adresse aux enfants. Ça, évidemment, ça pose pas de problème, parce qu'au contraire, on va plutôt reprendre un petit peu son discours de dire on n'est jamais trop petit pour reprendre la parole, pour protester. 2019, donc c'est un peu vraiment la grosse année, puisque là on le voit, la couverture du Time, elle a été considérée comme la personnalité de l'année dans la presse adulte, hein, là pour le coup, avec son pendant dans la presse jeunesse, puisque à droite on nous dit que les lecteurs de l'Actu, qui est un petit journal pour les 13-18 ans je crois, eux aussi l'ont élu comme personnalité de l'année, avant Kylian Mbappé, quand même c'était important. Et la troisième, je crois, cette année-là, c'était la chanteuse Adèle, me semble-t-il, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, grosse période évidemment d'exposition médiatique. Et évidemment, je vous parle plutôt de la presse jeunesse, mais aussi grande exposition dans la presse générale, avec là aussi, alors pour le coup, là, un discours beaucoup plus ambivalent. Alors là, j'ai mis quelques exemples, il y en a d'autres certainement plus positifs. Là, c'est plutôt des mi-négatifs, mi-questionnants, sur là encore cette figure de l'enfant, de l'adolescent, qui vient expliquer aux adultes comment ils devraient faire. Alors, à côté, une vision très négative, hein, sur l'exemple que je vous montre à gauche, et un questionnement, hein, finalement, dans le titre de la revue du Monde, Greta Thunberg, tête à claque ou enfant du siècle. Donc là, j'ai pas, pour le coup, j'ai pas lu l'article en lui-même, je ne sais pas si ça penchait plutôt d'un côté ou de l'autre, en l'occurrence, je ne sais pas. Ou dans cette une de Paris Match aussi, que je trouve intéressante, parce que finalement, on nous dit le clan. Et là aussi, ça fait partie des reproches qui lui sont faits souvent, c'est d'être instrumentalisé par les adultes, par des associations et autres. Donc là, c'est pas complètement négatif la façon dont l'article est présenté, mais il y a quand même, il y a quand même cette idée du clan, de la famille et éventuellement ceux qui la manipuleraient. La présentation, le pitch, le chapeau de l'article, c'est « Derrière son pupitre, elle demande à ses aînés de revoir leur copie ». Et donc là, à chaque fois, il y a un ton comme ça, un peu ironique d'une certaine façon, puisqu'on nous dit là aussi qu'elle rentre dans l'histoire avec sa spontanéité et un sens aigu de la communication. Donc une figure, ce phénomène médiatique en tout cas, est une figure ambivalente vue du point de vue des adultes et pas du tout ambivalente vue du point de vue des jeunes, si je puis dire. Donc avec un petit décalage, on a cette traduction dans l'édition jeunesse. Hein, donc là, je vous ai mis toutes les couvertures, il y en a peut-être d'autres, de livres pour la jeunesse, donc qui paraissent eux en 2020. Hein, il y a toujours un petit décalage pour l'édition. Évidemment, c'est un petit peu plus long que d'être plus dans la réactivité de la presse. Donc évidemment, pour nous, quand on reçoit tout ça, au bout d'un moment, on se dit « Ah non, encore un Greta !» Mais bon, on essaye à chaque fois quand même de les examiner le plus sérieusement possible. Et aussi, là, en l'occurrence, ça s'adresse à des tranches d'âge très différentes. Donc, on n'a pas forcément le même regard quand c'est pour les tout petits ou pour les plus grands. Je vais en détailler simplement quelques-uns, mais très, très rapidement. Pour ce titre-là, alors là, on est dans une vision très... je ne les ai pas ici, ceux-là, parce que je ne pouvais pas les sortir de la bibliothèque. On est dans une vision très, très idéalisée de la chose. Vous voyez toutes ces grandes plantes-là, ces choses vertes qui sont derrière elle, qui la portent. Et donc, on est vraiment, au-delà des petits gestes. Alors, elle a arrêté de la viande, elle a arrêté l'avion. On peut jouer avec des cartons pour les réutiliser. Et vous voyez la scène, là, du basculement. Et tout d'un coup, elle décide de protester. Donc, vous voyez, elle se lève comme ça, elle fronce les yeux. Comment ? Alors, ça, c'est Sarbacane. Oui, alors j'ai remis les couvertures en haut à droite. Voilà, et on nous explique, c'est un petit peu le monde des bisounours, hein, si vous voulez. Il n'y a pas, cette espèce d'avalanche de fleurs et de verdure. Là, on ne nous parle pas du tout de critique, on ne nous parle d'aucune réticence. On nous dit, chaque vendredi, de Rome à New York, de Paris à Honolulu, on fait la grève pour le climat, on se bat pacifiquement pour les droits de tous, pour la justice, pour la planète, pour réchauffer les cœurs et refroidir l'atmosphère. C'est un petit peu ça le ton, c'est un petit peu bisounours quand même. Hein. Dans cet exemple-là, qui est destiné aux tout petits, hein, pour le coup. Un peu pour la même tranche d'âge, ici,
Tous avec Greta. Alors, j'ai pas noté les éditeurs systématiquement. Là, c'est Gauthier Langros, je crois, celui-ci. Là, on adopte la forme du conte. Alors, c'est encore toujours chez les petits. Donc là, c'est une espèce de métaphore, puisqu'il y a des espèces de géants. Alors, Greta, donc la petite Greta, que vous voyez là, vit dans une forêt. Et il y a des géants qui détruisent tout pour construire des villes. Et il y a les animaux qui viennent lui demander de l'aide. Donc, la petite fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une pancarte sur laquelle est marqué « Stop ». Et elle se plante devant les géants comme ça. Alors au début, les gens, ils ne la voient pas. Et puis petit à petit, il y a des enfants qui vont la rejoindre. Puis petit à petit, il y a des adultes. Et ils vont faire une espèce de grande manifestation. Et ils vont aller dire aux géants, mais stop, ça suffit. Et les géants vont devenir gentils, bien sûr. Et donc à la fin, alors là ça correspond à la dernière image que vous voyez en bas à droite, on nous dit que tout d'un coup, à la fin ça va mieux, hein. Ils prirent leur temps et s'assirent tranquillement, ils travaillèrent moins et s'occupèrent autrement. Alors vous ne voyez peut-être pas à l'image, ils font du tricot, hein, c'est important, ça détend. Ils n'abattirent plus d'arbres, ils apprirent à jardiner, à vivre dans la forêt, ils firent la cuisine, réparèrent, rangèrent, partagèrent, et bientôt la forêt redevint plus belle que jamais. Donc là aussi, on est très... Encore une fois, c'est pour les petits. L'allégorie, je ne suis pas sûre qu'elle soit très très facile à comprendre pour eux. Ce n'est pas forcément des livres qu'on avait beaucoup appréciés, nous, hein, pour tout vous dire, quand on les a reçus. Parce que là, le détour par le conte me semble un petit peu artificiel, personnellement. Dans cet autre exemple, notre maison brûle. Donc là, alors, type de dessin très différent. Pour nous, on regarde presque autant le type d'illustration que le texte en lui-même, ou en tout cas l'articulation entre le texte et l'image sont extrêmement importants pour nous. Alors là, on a une vision un peu différente, c'est plutôt le côté un peu catastrophiste, puisque on nous parle de cette petite fille discrète que personne ne remarquait au fond de la classe, et puis vous voyez, il y a cette espèce on nous en parle souvent ça dans les articles, cette espèce de choc de la révélation, parce que finalement un jour, ça c'est ce qu'elle raconte elle-même, hein, il y a une intervenante qui vient, ou son institut, je ne sais plus, qui leur explique ces questions climatiques, et donc ça lui tombe dessus un peu comme quelque chose d'insurmontable pour elle, qu'elle va prendre avec énormément de force. Elle fait une espèce de dépression, elle ne mange plus, enfin, ses parents s'inquiètent beaucoup pour elle, et c'est seulement petit à petit, à partir du moment où elle décide finalement de prendre les choses en main et d'agir, qu'elle va réussir à se sortir de cette phase. Donc vous voyez là, dans l'image qui est à gauche, ce côté vraiment très... Le dessin rend bien cette espèce de force c'est un peu pardonnez-moi cette métaphore, mais c'est un peu Saint Paul sur le chemin de Damas, quoi. Tout d'un coup, paf, elle ne voit plus rien, elle est complètement effondrée, et puis après, elle va réussir à s'en sortir. Et là encore, à la fin du livre, vous voyez un petit peu... Là aussi, je suis un petit peu, moi, gênée par cette illustration. Elle est c'est très christique comme pose, hein, vous voyez, avec ses bras écartés. Et là, tout d'un coup, elle va parler au monde entier. Donc, il y a un petit peu de ça dans ce livre-là, hein, et dans son illustration. Hein. Sa voix discrète, mêlée aux milliers d'autres qui l'accompagnent maintenant, est devenue un rugissement. Donc, quelque chose là d'un petit peu agressif même, d'une certaine façon, dans le dessin et dans la façon de porter le propos. Dans un autre livre, là on monte un petit peu en âge, hein, Greta Thunberg, Sauvons la planète, même s'il est assez court, donc on peut le lire assez facilement. Là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que l'autrice, elle dit elle-même que finalement, en fait, elle se met en scène d'une certaine façon dans sa relation avec la figure de Greta, et elle dit moi, Greta, ça me fait penser à, d'une part, Bilbo le Hobbit, et d'autre part, Fifi Brin d'Acier. Donc deux personnages de la littérature pour la jeunesse, ou en tout cas du patrimoine culturel, pas que de la jeunesse d'ailleurs, hein, finalement. Et donc Bilbo, évidemment, pour le côté petit, lutte contre les forces du mal, ce sont ces mots, les mots de l'autrice. Et puis Fifi Brin d'Acier, le côté très rebelle, très dynamique, qui va secouer un petit peu les choses et secouer l'ordre établi, hein, finalement. Et évidemment les tresses, naturellement. Il y a ce côté très iconique, mais ça aussi, peut-être, on en reparlera. Hein. Les tresses, le ciré jaune, on le retrouve souvent. C'est exactement ce qu'on voit sur cette couverture. Hein. C'est le côté, en quelques traits, on reconnaît que c'est elle. Donc là, je vous ai parlé d'un premier temps de 2020 où il y a eu toutes ces biographies. Et petit à petit, depuis, on est plutôt dans une deuxième phase où on va avoir plus seulement ce coup de projecteur mis uniquement sur Greta Thunberg, mais on va essayer de voir un petit peu plus large, donc Greta parmi d'autres. Et là, on va retrouver, alors c'est pas que ça n'existait pas avant, puisque là je vous montre des exemples, ces deux qui sont là, de 2019, mais ça succède quand même un petit peu à ça, et donc l'idée c'est de dire Greta c'est une parmi d'autres, et ça va être l'occasion. Alors peut-être aussi que ça correspond à un moment où elle a été tellement exposée médiatiquement
que finalement après elle a fait un peu, elle s'est mise un petit peu de côté, elle a fait son espèce de tour du monde, là pendant un moment elle avait un peu disparu des radars, si je puis dire, médiatiques en tout cas. Et puis aussi cette critique qui ont eu lieu, y compris même au sein de son propre mouvement, de dire que finalement les médias s'intéressaient trop à elle, trop à sa figure. On voulait uniquement le match Trump-Greta, on voulait uniquement parler d'elle, et quand il y avait les caméras et qu'il y avait d'autres personnes du mouvement, finalement on filmait qu'elle, et même quand les autres parlaient, les caméras filmaient toujours Greta. Donc peut-être que aussi les auteurs ont entendu cette critique et que ça correspond à cette idée d'élargir un petit peu le propos. Donc là encore, je ne vais pas du tout les commenter plus que ça, mais vous donner quelques exemples d'idées d'avoir des portraits inspirants. C'est cette veine-là. Portraits d'enfants et d'adolescents, c'est assez courant dans le livre documentaire pour la jeunesse, pour que les jeunes aient envie de s'identifier et qu'ils aient aussi envie, d'une certaine façon, de le prendre comme exemple. Peut-être juste, je peux commenter l'image du milieu, un livre qui s'appelle Biographie visuelle. Donc ça, c'est ces grandes encyclopédies chez Gallimard qui brassent pour le coup très très large. Gallimard, c'est un peu les derniers à faire ces grandes synthèses historiques et grandes présentations. Et là, donc, il y a quand même ce choix, biographie visuelle. Donc ça part de Cléopâtre à Confucius, d'une part, et ça arrive à Mbappé et Greta Thunberg. Donc c'est vraiment, là encore, l'icône de notre époque. Avec, Mbappé, il fallait un homme et une femme, j'imagine, à chaque fois. En sachant que c'est anglo-saxon, généralement. Oui, c'est traduit de l'anglais. Oui. Tout à fait. Donc c'est pensé pour un très vaste marché. Absolument. Et alors par contre, des fois, peut-être là aussi des choses un petit peu surprenantes. Là, c'est dans la dernière couverture que vous voyez tout à droite. Je ne sais plus si tu l'as là, mais peu importe. Il n'y a pas d'âge pour changer le monde. Donc là encore, on est dans cette logique-là, des portraits d'enfants et d'adolescents. Ce qui est amusant, c'est que, alors Greta, vous la voyez, c'est celle qui est sur le podium en première place, si je puis dire, qui lève le poing. Là aussi, c'est une posture spécifique. Et alors, ce qui est un peu étrange, c'est que la jeune fille que vous voyez à sa gauche, qui a un arrosoir à la main, alors elle n'est pas du tout militante pour le climat, elle lutte contre les mariages forcés des filles. Mais je ne sais pas pourquoi elle a cette espèce d'arrosoir. Là, c'est très curieux, cette couverture. Bon, le livre est par ailleurs relativement intéressant, mais il y a assez, des fois, des petits glissements comme ça, étranges. Le troisième, c'est un militant pour la paix en Chine, je crois. Lui, pour le coup, il a sa colombe, ça colle assez bien. Donc, ce que je vous... Ah oui, c'est ça, j'avais oublié son nom. Parce que les autres impriment quand même moins. Greta, c'est facile, en plus, c'est tout bête, mais Greta, c'est facile à dire et tout le monde s'en souvient. Donc, ce mouvement d'élargissement à d'autres figures, on le retrouve aussi dans la presse. Là, je vous ai remis une autre double page du Journal des enfants de 2021. C'était un numéro spécial « Comment va la planète ?» Donc, évidemment, on retrouve le ciré jaune et les nattes, mais c'est l'occasion de nous parler aussi des autres. Et finalement, là, Greta, elle est conçue vraiment comme un point de départ et comme une inspiratrice, finalement. On va la citer, on va dire, les autres enfants, souvent, et les autres jeunes qui sont interviewés, vont la citer en disant que ça a marqué d'une certaine façon un point de départ pour eux. Donc cette vision plus globale, elle va être très, 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 très forte. Là aussi, c'est un des titres récents, « Trois filles debout », donc qui donne, là encore, c'est amusant d'ailleurs, parce que là aussi, elle est citée en premier dans le sous-titre, mais son portrait apparaît finalement en troisième position dans le livre. Et là, on va être... Alors bon, l'illustration n'est pas encore très extraordinairement réussie, mais peu importe. On va insister sur une espèce de solidarité internationale des jeunes, et aussi, d'ailleurs, ça c'est sur la dernière page que vous voyez là, sur l'utilisation des réseaux sociaux, finalement, qui va être un point commun, finalement, de ces jeunes qui ont besoin d'entretenir cette mobilisation. Et donc, on va mettre là, vous voyez dans ce dessin, ces trois filles qui se tiennent la main. Évidemment aussi, le fait que ce soit des filles, ça joue aussi dans cette mise en avant. Mais ça, peut-être, on en reparlera. Et puis il y a eu un dernier pic, mais là après je m'arrête. En 2022, effectivement, au moment de la sortie de son ouvrage collectif, alors c'est elle qui dirige, je crois, je l'ai pas regardé, et c'est pas destiné aux jeunes pour le coup. Son ouvrage dont j'ai oublié le titre, mais qui est paru, me semble-t-il, fin 2022. Et voilà, donc là c'est l'occasion aussi de remettre en avant un certain nombre de remettre en avant son visage. Là, dans cette une par exemple de Géo-Ado sur le changement climatique. Donc là encore, même si là, il y a une interview spéciale de Greta, son image est utilisée comme signe de reconnaissance iconique, en fait, je pense. Et ça fonctionne très, très, très bien. Je m'arrête là pour l'instant. Donc je vous laisse juger par vous-même, ou évaluer par vous-même sur pièce ce que je dis, ou le discuter. Mais moi, depuis Martin Luther King, je ne vois pas d'autres pancartes aussi célèbres. J'en vois pas.
Je pense que depuis le panneau carré typique du mouvement pour... j'en vois pas. Je pense qu'effectivement, il y a vraiment quelque chose qui est indépassable. Qu'est-ce que je vais dire ? Sur cette dernière couverture, on la voit, elle est presque en position... Est-ce qu'elle est déterminée comme un chef d'entreprise qui vient de faire son compte d'exploitation ou est-ce qu'elle prie ? On peut se le demander. Et 2019, tu prenais 2 exemples là d'articles qui se sont suivis dans l'année. Donc en février 2019, elle se bat pour le climat. Et à la fin de l'année, je crois qu'elle inspire le monde. Donc c'est quand même incroyable. Alors moi, ce sur quoi j'ai envie de réagir quand même, par rapport à ce que tu as dit et par rapport aux attaques auxquelles elle a été, j'ai envie de les rapprocher d'autres choses, d'autres mouvements. Alors tu disais, on parlait de sa dimension inspirée. Alors c'est sûr qu'il y a d'ailleurs, il y a un des bouquins qui circule là dans la salle qui s'ouvre sur Jeanne d'Arc, qui passe par Louis Braille, et puis après on a Greta Thunberg en 3e ou 4e position. Il y a effectivement, et dans l'histoire on en a vu bien d'autres, il y a comme ça cette figure de l'enfant qui a comme ça un discours sur le réel. Et ça dérange, mais c'est pas nouveau. C'est vraiment pas nouveau. On en a eu bien d'autres exemples. La Vierge à 15 ans, voilà, qui est enceinte alors qu'elle n'est pas mariée. Tout à fait. Jésus lui-même, son fils, Hildegarde de Bingen. Enfin, il y en a plein. J'ai un petit peu feuilleté pour le plaisir. Vous savez, cette grande collection qui s'appelait La mémoire de l'humanité chez Larousse, où on écrit bien des noms de certains historiens étaient tout jeunes et sont devenus pour certains de grands noms. Bon, il y a un Larousse entier qui est consacré à ça s'appelle comment ? Les grands événements de l'histoire des enfants. Et dans cette histoire des enfants, il y a une entrée sur 4 ou 5. Vous savez, c'est des gros bouquins, ça s'ouvre en double page. Il y en a une sur 5, c'est sur un enfant providentiel ou qui va arriver au pouvoir à 5 ans, etc., etc. Après, elle a beaucoup agacé parce qu'elle elle intervenait à la tribune de l'ONU, et j'y reviendrai, ou à la tribune du Parlement européen. Mais rien que dans les bouquins qu'on vous présente, où justement elle est un petit peu le symbole de l'engagement des jeunes, mais elle est une icône, elle n'est pas la seule. Hein. Si on regarde un petit peu dans un des bouquins là, que je vous fais passer, 15 enfants qui ont changé le monde ou qui font changer le monde. On a Kosal Song qui a fondé Les Jeunes contre la guerre, qui est la première enfant handicapée à s'exprimer à la tribune de l'ONU. On a Malala Yousafzai, pakistanaise, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2014. Peut-être que vous vous en souvenez. Qui s'est battue pour défendre le droit des filles à aller à l'école. Bien sûr, elle est pakistanaise, mais c'est contre les talibans, mais c'est aussi en général. Elle a 16 ans quand elle prend la parole. Il y a Joshua Wong. Enfin, il y a toute une suite comme ça. Elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Alors peut-être, est-ce que ça questionne l'ONU ? Qu'est-ce que ça dit de ce qu'on attend de l'ONU ? Qu'est-ce que ça dit de l'ONU, lieu d'expression, lieu des bonnes intentions ou lieu de pouvoir ? Bon, c'est peut-être ça aussi. Mais c'est pas inintéressant. Moi, je continue un petit peu sur des petites idées qui me viennent à la suite de ce que disait Virginie. Finalement, sur la question du réchauffement climatique qui est devenue, au fur et à mesure des temps, la crise du réchauffement climatique, je crois qu'il y a quand même eu un glissement clair là-dessus. On a eu Nicolas Hugo, on a eu Al Gore, et elle prend un peu la suite comme ça. Et que ce soit Nicolas Hulot ou Al Gore, puis ensuite Greta, c'est étonnant, c'est questionnant sur notre monde, que ce soit des personnalités qui ne sont pas ni des scientifiques, ni des hommes politiques de premier plan. Hein. Le Nicolas Hulot auquel je pense, ce n'est pas celui qui va démissionner de son poste de ministre de l'écologie, c'est le Nicolas Hulot de la Fondation Nicolas Hulot,
qui a beaucoup fondation, qui par exemple a donné beaucoup d'argent pour faire un certain nombre de livres. Moi, je sais que j'ai fait un bouquin sur l'eau dans les années 90. Il était en partenariat avec la fondation Nicolas Hulot, par exemple. Il y avait une responsable scientifique qui venait vérifier ce qu'on disait, etc., etc. Finalement, on a une place qui est prise et qui est significative d'une défiance vis-à-vis d'un politique qui est plutôt impuissant. Mais Greta Thunberg, elle n'est pas responsable de la mondialisation ou d'un capitalisme qui s'étend au monde entier. Elle n'y peut rien. Et il ne faut pas oublier que l'altermondialisme, qui donne quand même certains espoirs à certains endroits, qui ne va pas du tout nous résoudre le problème du réchauffement climatique, mais quand même, il émane de protestations contre des espèces de grands monstres hybrides que sont l'OMC, que sont le FMI, la Banque mondiale, etc., etc. C'est-à-dire que dans un monde où finalement, comme nous le disait un très vieux maintenant candidat à l'élection ministérielle, l'État ne peut pas tout, le ministre ne peut pas tout, ben, finalement on a des icônes planétaires qui ne sont pas du tout du rang de ce qu'on pourrait attendre, ni scientifique pour parler de science ou d'un problème qui mobilise des connaissances extrêmement pointues, extrêmement fines, extrêmement contrastées, extrêmement tout ça, ni d'hommes politiques. Et ça, elle incarne finalement les simples citoyens ou les jeunes qui, à Seattle, vont d'un coup, ou au sommet de Gênes, vont d'un coup s'opposer à un ordre mondial, mais dont qui est décidé par les grandes entreprises, plus que en partie par les États, mais par les grandes entreprises. Bien sûr, tout le monde se souvient de son « How dare you ». Je pense que c'est à la tribune de l'ONU, mais elle a dû le refaire. Bon, voilà, c'est quelque chose qui nous a tous marqués. Cette mise en scène d'une juste colère, elle est dans le milieu entier. Elle est de toute façon chez les écologistes, dans l'écologisme politique. Les écologistes politiques sont ceux qui sont identifiés comme les militants et les responsables politiques qui jouent le plus des émotions. Alors ça, c'est Sylvie Olitro, qui est directrice de recherche au CNRS, qui a travaillé là-dessus, qui est autrice notamment de Militer pour la planète, sociologie des écologistes, au pur. Et elle explique que les émotions, on est dans une période aussi comme ça, où elles sont, à l'instar de bien d'autres champs militants, un pan légitime et important du répertoire d'action. Elle dit que l'émotion sert plus que jamais à la conviction. Et je suis tombée sur un papier de Gauthier Simon, doctorant en sciences politiques, bon là c'est dans The Conversation, qui dit que les émotions seraient des prédictions plus fiables de conversion écologique que les variations sociologiques classiques. Où on vote, d'où on vote, où on vit, comment on se déplace, etc., etc. Alors bien sûr que cet axe-là ou cette approche-là, ça crée une concurrence des victimes ou que ça puisse aboutir à une dévalorisation des propos parce que irrationnels, parce que tout ça, c'est effectivement une question. Et en tout cas, moi je me suis un petit peu penchée du côté des émotions sur l'éco-anxiété. En gros, l'article que Martine a donné à la revue des livres pour enfants, donc qui était vraiment une analyse du discours sur le réchauffement climatique dans le livre pour la jeunesse, elle a écrit son article, mais elle n'est pas responsable du chapeau. C'est le rédacteur en chef qui chapeaute et qui fait toujours un truc un peu, qui essaie un peu d'être un peu accrocheur. Et moi j'ouvre... Elle était d'accord, hein, tu me l'as pas rayé, mais j'introduis son article en parlant de l'éco-anxiété. Éco-anxiété qui a connu un boom phénoménal après une étude du Lancet qui a diffusé un peu partout dans le monde et qui a en tout cas été reprise et fait la une du Monde en septembre 2019. Alors ce que ça disait, j'espère que je l'ai gardé.
je ne l'ai pas gardé. Mais enfin, en gros, je faisais dire que l'éco-anxiété est à son maximum chez les 16 à 25 ans dans 10 pays. Que dit-on du réchauffement climatique? Nous avons soumis 6 ouvrages jeunesse à l'expertise d'une spécialiste. Mais je commençais comme ça, moi aussi. Et effectivement, l'éco-anxiété, c'est quelque chose qu'on retrouve maintenant de façon très présente. Moi, j'ai cherché s'il y avait eu des études sur justement l'éco-anxiété ou l'enfance et le réchauffement climatique. Alors, j'ai rien trouvé d'accessible. J'ai repéré qu'à Toulouse-le-Mirail, l'an dernier, il y avait eu, mais j'ai pas pu le voir, j'ai pas réussi à y accéder. Il y avait eu les 12e rencontres scientifiques de l'ARDIST, Association pour la recherche des didactiques en sciences et technologies, en décembre 22. Et là, la question du réchauffement climatique et de l'éco-anxiété est abordée. Mais j'ai pas pu regarder j'ai pas réussi à visionner. Mais alors c'est une toute petite partie. Mais j'ai pas réussi à écouter ce que ces didacticiens, ces gens qui réfléchissent sur le contenu des programmes, avaient à dire sur la question. Il y a quand même une étude qui a été réalisée en 2018 par le Forum économique et social, quand même, qui a fait remonter que l'environnement était la préoccupation principale de la jeunesse et qu'elle était synonyme de militantisme et d'engagement personnel. Et la chercheuse qui cite cette étude prend bien sûr comme exemple Extinction Rebellion et Youth for Climate. Je ne sais pas comment on dit en anglais, c'est climate. Elle prend tout de suite, on redonne de la chair à la question, toujours avec cette image de Greta Thunberg. Il y a une étude en 2021 de la Fondation Jean Jaurès aussi sur la question, qui porte sur l'utilisation du terme d'éco-anxiété dans l'espace public, notamment à travers le recensement d'articles de journaux français. Et cette étude montre que 2019 est un tournant pour l'utilisation du concept et que le nombre d'articles mentionnant l'éco-anxiété a augmenté de 108% entre 2018 et 2019. C'est exactement ce que tu disais. Bon, vous savez peut-être tous donc, que Greta Thunberg, elle a un rôle central dans le mouvement des grèves du vendredi pour le climat, qui en France connaissent une apogée en 2019. Et dans mon environnement, bon alors j'ai pas réussi à les faire venir aujourd'hui parce que les uns sont en partiel, les autres préparent le bac et le troisième ne veut pas se montrer. Mais il y a beaucoup de jeunes pour qui ça a été la première geste politique. Hein. Et là aussi, alors Greta Thunberg, je vous disais, c'est peut-être une sorte d'hybride qui vient parler à la place des scientifiques ou à la place des politiques. C'est aussi effectivement le reflet absolu d'une génération de jeunes. Et dans ce rapport dont je vous parlais de la Fondation Jean Jaurès sur l'éco-anxiété, sur 34 personnes, on en a 7 ou 8 qui citent Greta Thunberg comme ayant été une figure importante et ayant participé, quand ils étaient plus jeunes, à une prise de conscience. Sur le thème de l'éco-anxiété, moi j'ai chroniqué il n'y a pas très longtemps un petit bouquin qui s'appelle 112 raisons d'espérer de Marie Collot. Alors c'est dans une petite collection qui s'appelle La Brève chez Manière Jeunesse. Alors c'est vraiment une collection qui est susceptible de répondre à toutes les questions ou problèmes susceptibles de surgir dans la vie des préados d'aujourd'hui. Hein. On va avoir le harcèlement moral, on va avoir l'identité de genre et on va avoir bien sûr l'anxiété, l'éco-anxiété. Hein, c'est l'histoire de Noé, il fatigue sa famille avec son éco-anxiété. Personne n'est vraiment convaincu, autant que lui, qu'il y a urgence à changer de mode de vie et il déprime, comme Greta Thunberg. Hein, vraiment, je veux dire, c'est systématiquement signalé dans les différents parcours, trajets de vie qui sont exposés pour la jeunesse, c'est que ça commence par une dépression. Hein, Greta Thunberg, d'abord, elle va très très mal, elle est absolument apathique, et d'un coup, elle va sortir de sa dépression et elle va agir. Il
Il y a vraiment une juste colère et puis l'énergie du désespoir, quelque part, qui va d'un coup déclencher quelque chose. Et c'est exactement ce que raconte aussi 112 raisons d'espérer. Hein. Son amie Rachel lui souffle la méthode des listes. Alors, il va noter les bonnes choses et les bonnes nouvelles. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et il va découvrir exactement, tu ne crois pas si bien dire, que le remède à l'angoisse, c'est l'action. Alors, dans un cas, tu construis un bateau, dans l'autre, tu fais autre chose. Il y a de ça. Mais en même temps, je suis un petit peu ironique, mais ça questionne quand même notre monde. Hein, de qui nous influe. Qu'est-ce que ça veut dire de notre époque aussi. Alors, je vous disais que les sociologues avaient peu travaillé sur la question, en tout cas chez les plus jeunes. Par contre, il y a quelques psys dont je pourrais vous donner les références. Je suis tombée sur quelques personnes, et notamment Lalia Benoît, pédopsychiatre et sociologue, qui a fait, je crois, non pas la une, mais un article qui a répondu aux questions à une interview dans Le Monde, et qui dit « L'anxiété est une réponse saine aux menaces écologiques. » On a aussi, je n'ai pas son prénom, Lamia Krieger, je crois, qui a écrit « Le syndrome du sauveur » et qui explique combien il est très difficile de concevoir ce rôle de sauveur quand on a 16 ans. Lalia Benoît, elle a aussi travaillé sur 3 obstacles qui seraient inhérents à la nature humaine, qui empêcheraient les générations plus vieilles de comprendre les générations qui souffrent d'éco-anxiété. Alors, on est à la psy, hein, mais pas que. Un être humain aura toujours du mal à réduire son confort, et en plus, les baby-boomers sont encore au pouvoir et craignent craignent de perdre le contrôle. Et la peur de perdre le contrôle, c'est ce qui rend l'humain réfractaire au changement. Elle évoque aussi la structure actuelle de l'économie, et elle évoque aussi l'infantilisme qu'évoquait les unes de presse que tu nous as montré, de presse grand public. Elle dit que Greta Thunberg, par son âge, évidemment, elle est forcément attaquée par Pascal Bruckner ou par d'autres. Moi, je dois vous dire que j'ai un peu changé d'avis sur cette figure. C'est-à-dire, au départ, j'ai un peu dit, comme beaucoup de gens, son rôle, c'est d'être à l'école et pas forcément à la tribune de l'ONU. Et puis finalement, parce que je suis perméable à ce qui se dit, à ce qui se raconte, pour plein de raisons, j'ai fini par trouver que, elle était là et qu'au moins, elle apportait une réponse aux plus jeunes et elle dégageait des perspectives. Même si ces perspectives qui étaient dégagées, ou même si le constat initial, il n'était pas scientifique au sens où vous l'entendez. Et Thunberg, qu'est-ce qu'elle a aussi? Elle est le reflet d'une internationalité du militantisme et de la jeunesse. Le même rapport de la Fondation Jean Jaurès dit qu'un Américain sur 10 de tout âge, selon le Yale Programme on Climate Change Communication de mars 22, souffre d'éco-anxiété, que 30% des jeunes au Kenya aussi, eux aussi. Alors, on ne peut pas tout mettre, bien sûr, ensemble, mais on nous cite la figure, peut-être que vous la connaissiez, d'Elisabeth Wanjiru Wauti. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Que vous dire d'autre? En tout cas, les jeunes qui sont interrogés dans ce rapport, parmi les 3 les plus pessimistes, qui s'avèrent suffisamment pessimistes pour renoncer à l'idée d'avoir des enfants plus tard, qui disent qu'ils ne le feront pas, ils rappellent tous que leur préoccupation, elle est née au lycée. Et je vais vous citer Mélissa, que cite le rapport. Elle dit, Mélissa, à l'occasion de la sortie du dernier rapport du GIEC, j'ai vu un tweet qui en parlait, et je me suis dit, je lisais déjà ça dans Astrapi en 2005. Effectivement, je suis née en 97 et j'ai l'impression d'être née dedans. Et tous ces
Ces différents jeunes qui ont maintenant aujourd'hui entre 16 et 25 ans, ils ont tous été marqués par Greta. Que vous dire d'autre? Que dans la critique, il y a aussi bien sûr la Greta reflet d'une classe sociale, hein, puisqu'on sait très bien que la question des dérèglements climatiques repose bien évidemment re-questionne les inégalités entre classes sociales, puisque j'avais travaillé, j'ai fait un petit bouquin avec un architecte qui devait être là pour témoigner de son militantisme, même si c'était un peu loin de Greta Thunberg, mais qui n'a pas pu venir. Mais au moment de la dernière grande canicule à Paris, finalement, les populations de l'Ouest âgées ont connu moins de victimes que les jeunes travailleurs de l'Est parisien. Parce que dans l'Ouest, avec un peu de chance, de toute façon en juillet, ils étaient sur la façade atlantique, ou sinon, ils étaient dans des conditions de logement bien meilleures que les jeunes qui se concentrent à l'est de Paris. Voilà, merci. Merci de nous avoir invités.